Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Poussin. Bonjour. Donc vous êtes auteur, réalisateur de documentaires, mais aussi de 16 épisodes sur Madagascar et sur ce Madatrek que vous avez fait donc avec votre famille. On va en parler. Vous êtes aussi l'auteur donc avec Sylvain Tesson que vous avez coécrit On a roulé sur la Terre en 1996, La marche dans le ciel en 1998. Puis après vous êtes parti, on va en parler, en voyage de noces avec votre femme faire l'Africa Trek. 2 tomes. Vous avez écrit 2 tomes de l'Africa Trek qui ont été vendus à plus de 300 000 exemplaires. Et vous connaissez aussi un petit peu la radio. Parce que c'est pas la première fois que vous venez. Ah oui, non, mais tout a changé, c'est incroyable. C'est une transfiguration, j'ai plus rien reconnu, sauf les pierres taillées, les pierres sculptées qui n'ont pas changé. Mais le studio tout neuf. Oui, parce que vous faisiez des émissions ici avec Sylvain Tesson. C'est Sylvain qui était le patron d'émission. Moi, j'étais invité, je venais régulièrement, en effet. Et puis j'y ai des amis, Pascal Morer, des gens comme ça. Puis j'ai connu la radio il y a longtemps, oui. Donc vous êtes un habitué. En tout cas, il y a des techniciens qui se souviennent de vous et qui vous saluent. Donc vous êtes ici pour le 2e top de Madatrek de Tuller à Tamatave, je prononce bien. D'abord, on va revenir un petit peu sur votre parcours, comment vous êtes devenu ce voyageur avec une philosophie qui est particulière, une philosophie à la fois contemplative, qui prend le temps. On va en parler. Mais d'ailleurs, d'abord, vous avez écrit donc 2 livres, On a roulé sur la Terre en 1996 et La marche dans le ciel, 5000 km à pied à travers l'Himalaya en 98, avec votre ami Sylvain Tesson. Alors, comment vous avez rencontré Sylvain Tesson et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir comme ça à l'aventure au début? Parce que vous êtes tout jeune à l'époque. Au premier rang à Passy-Buzinval. Le premier rang, c'est le meilleur. C'est là où on ne se fait pas tirer dessus par le regard du prof, parce que lui, il s'en prend à ceux du fond de la classe, évidemment. Et donc, au premier rang, on échappe aux balles. Et donc, on grenouillait, on faisait nos histoires, nos affaires ensemble, côte à côte, au premier rang. Parce qu'on est tous les deux myopes. On est tous les deux taureaux. Et j'avais 2 ans de plus que lui, moi 1 an de retard, lui 1 an d'avance. Et on a commencé à faire les 400 coups, à jongler, à apprendre à jongler dans la cour et à faire des duos de flûte à bec. Et puis moi, comme j'étais gymnaste, je l'ai entraîné à faire des acrobaties, des mains à main, des portées, des choses comme ça. On a mis en place notre spectacle de troubadour qui nous a servi plus tard, on ne le savait pas encore, mais qui nous servirait plus tard pour ce tour du monde à vélo où on a fait les troubadours autour du monde en faisant de la flûte et les saltimbanques au cœur des villages. Donc vous avez fait littéralement le tour du monde à vélo et donc le mode opératoire, c'est que vous arriviez dans le village, vous faisiez votre numéro, les gens venaient et ça permettait de créer un contact. Un échange et puis après il y avait toujours quelqu'un qui nous disait viens chez moi ce soir, où est-ce que tu vas, on va partager, continuer des histoires, racontez-moi d'où vous venez, etc. Mais bon, là on était qu'en première, il y a eu la terminale, on était littéraire, donc terminale A, première A, terminale A, et ensuite une hypocagne ensemble à Debussy à Saint-Germain. Là, nos chemins ont un peu bifurqué. Lui est allé en géographie à Nanterre et moi, j'étais à Sciences Po à Grenoble. Et à l'issue de ces 3 années d'études, quand j'étais à Grenoble, moi, je suis tombé sur un livre d'Alain Guigny qui s'appelle La Terre sur 2 roues et qui était un tour du monde à vélo un peu clochard céleste. Et je m'étais dit, waouh, quand j'aurai mon diplôme, je partirai faire le tour du monde à vélo. Et j'ai entraîné Sylvain dans cette fabuleuse aventure. Et voilà, qui nous a menés là où on est, quoi. On n'en est jamais sorti de ce tour du monde à vélo. Oui. On pédale toujours, quoi. En tout cas, vous marchez toujours et vous marchez aussi avec Sylvain Tesson. Et puis après, vous rencontrez donc Sonia, votre femme. Et là, vous vous mariez. Et donc, au lieu de partir en voyage de noces à Bali ou aux Maldives, vous lui proposez donc de faire le cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade à pied pendant 3 ans, 14 000 km et 2 livres, donc l'Africa Trek qui fera plus de 300 000 exemplaires. Comment c'est venu cette idée? Comment vous avez vendu ce projet à votre femme à ce moment-là? De l'espérance aux béatitudes. C'est pas magnifique ça pour un voyage de noces? Oui. Cap de Bonne-Espérance au mont des béatitudes. Voilà pour la poésie de la chose. Non, il y avait un fil rouge qui était qui était théardien. Le rift, le phénomène humain, l'apparence du phénomène humain dans le grand rift africain. On a relié les points de tous les sites de fouilles paléoanthropologiques où les chercheurs d'une science dure qui s'appelle la paléoanthropologie ont trouvé des bouts d'os et qu'ils essaient de faire parler. Et donc, on a fait parler ceux qui font parler les bouts d'os. Donc, on leur a demandé à tous, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est préhumain? Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Donc, c'était une réflexion sur le phénomène humain, l'émergence du phénomène humain dans le cadre de l'évolution, parce que bon, il faut quand même essayer de réfléchir. Et voilà, est-ce que l'être humain n'est pas été parachuté il y a 6000 ans sur Terre en venant de l'espace?
Voilà, c'est une tentative aussi de réconcilier la science et la religion, marcher sur les traces de nos origines, de l'homme singe à l'homme Dieu, puisqu'on finit au lac de Tibériade, au mont des Béatitudes, où commence la vie publique de Jésus, par le sermon sur la montagne. Le sermon des Béatitudes, en fait, c'est là que le Verbe se fait chair. Les 30 années qui précèdent, Jésus est un peu un mystère. On le connaît dans la crèche, mais on le connaît pas enfant, on l'imagine évidemment. Mais voilà, il a 30 ans quand il commence à parler publiquement sur la montagne, et ça inaugure nos 2000 ans de christianisme en fait. Donc comme on est parti en 2001, c'était une tentative de réflexion sur ce processus d'hominisation. Qu'est-ce qui a fait que cette bestiole bipède simiesque est devenue de plus en plus humaine? Par l'outil, par le feu, par l'art, par la religion, l'eschatologie, la métaphysique, qu'est-ce qu'il y a au-delà des étoiles, et puis dans l'histoire de ce phénomène, un jour qui dit je suis le Fils de Dieu, quoi. Donc voilà, c'était une grande réflexion très théorique et très, très intellectuelle, et puis au quotidien, il y avait l'Afrique d'aujourd'hui, avec sa diversité, sa multiplicité, son hospitalité, sa chaleur, ses dangers, sa nature, sa faune, son immensité. 14 000 km à pied, c'est quelque chose, hein. Ça ne s'abrège pas, ça ne s'accélère pas, ça ne s'évite pas, ça se marche ou pas, quoi. Et surtout sur la fin, où Sonia, donc votre femme, en Égypte, apprend qu'elle est enceinte, et il reste combien de kilomètres à ce moment-là? 1800. Et il reste 1800 kilomètres à faire, et vous avez décidé de continuer à faire ce trek. Comment c'est arrivé? Donc Philae Comment c'est arrivé? Non, alors ça, comme tout le monde. Ça, je suis au courant. Comment ça s'est passé? Je veux dire, comment la fin de cet Africa Trek s'est déroulée avec Sonia qui est enceinte, et vous dites à ce moment-là que vous voulez vivre à l'africaine. C'est-à-dire que les Africains les Africaines marchent enceintes. Vous vouliez faire... Enfin, Sonia c'est pas une maladie. On peut continuer à vivre. Donc, en fait, c'était plus dur le sachant, parce que pendant un mois ou deux, elle a marché sans le savoir. Donc, elle était malade comme beaucoup de femmes enceintes, et on pensait que c'était une gastro. La gastro, elle a 18 ans aujourd'hui. Oui. Elle est bipède, elle a les yeux bleus. Non, c'était pas une gastro. Et donc, il a fallu que un regard extérieur se porte sur nous. Mais Sonia, serais-tu enceinte? Ben non, il n'y a aucune raison. Mais Marie-Thérèse, ne jurez pas. Je n'ai jamais couché avec un garçon. Non, il s'est bien passé quelque chose. Voilà, Philae, parce qu'elle porte le nom des parages duquel elle a été conçue, quoi, dans ce coin-là. Et c'est un miracle. C'était la multiplication des poussins. C'est ça, exactement. Et donc, pendant 3 ans, vous êtes H24 avec votre femme. Ouais. Après, vous êtes Madatrek, on va en parler, vous êtes H24 avec vos enfants. Oui. Donc, ça vous a soudé ces 3 ans, évidemment. Mais comment on fait pour vivre cette vie de vagabond? Parce que vous l'avez fait avec Sylvain Tesson, c'était quand même plus simple, entre guillemets. Là, vous êtes avec votre femme H24. Comment on vit une vie de vagabond? Vous qui aviez vos habitudes aussi de voyageur, je veux dire voyageur plus que vagabond. Vous avez vos habitudes de voyageur. Comment vous êtes adapté à votre femme à ce moment-là? On a vécu au quotidien cette magnifique citation de Saint-Exupéry. L'amour, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Donc, vous voyez, il y a une piste, il y a chaque sillon, et on avait chacun le sien, et puis on marche au même rythme. C'est notre chance, en fait, c'est qu'on marche au même rythme. Elle a les jambes un peu plus grandes que moi, mais le rythme est le même. On a la même foulée, et on se parlait. Se parler, c'est la condition même de ne pas se séparer. Pourquoi les gens divorcent? C'est parce qu'ils se parlent plus, c'est qu'il y a un déficit de communication. Ils vont travailler chacun de leur côté, et puis ils règlent leurs problèmes le soir, et puis à un moment ça tourne mal, ou il y a une lassitude. C'est un déficit de communication. Alors voilà, se parler, c'est la clé. Et quand on a que ça à faire toute la journée, alors d'abord on communique avec les éléments, on se réveille, on se connecte au grand tout, on prie. On communie avec l'espace, avec les esprits, avec Dieu. Prière de Chardin. Évidemment. Que vous en parlez. On commençait la journée comme ça, c'était la placer sous de bons auspices. Et donc, après, vous avez Philae et Ulysse qui arrivent dans votre vie. Vous avez toujours voyagé, donc vous ne pouvez pas vous empêcher de voyager. Et donc, vous décidez avec Sonia, Philae et Ulysse de partir à Madagascar avec donc une calèche, mais c'est pas une calèche, c'est une charrette avec des ébus qui la portent. Et donc, qui la tracte. Et comment est arrivé, à quel moment vous êtes dit, tiens, Madagascar, une calèche avec des ébus pendant 4 ans?
Parce que vous êtes parti pendant 4 ans. C'est des signes en fait. On devait aller au Japon, puis il y a eu Fukushima, donc ça c'est tombé à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Et donc il a fallu chercher notre destination. Et puis là, donc on attendait des signes. Qu'est-ce que c'est que des signes? C'est des choses qui arrivent dans votre vie. Et quand ils sont itératifs, on se pose la question. C'est un regard qu'on pose sur un endroit. Et quand ce regard, enfin tout converge pour qu'on regarde cet endroit plusieurs fois. Eh bien, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Donc, Madagascar, c'était resté un regret. Quand on a traversé toute l'Afrique, on avait été à Zanzibar. Juste à côté, oui. Voilà. Et avec le canal du Mozambique à traverser, on n'y était pas allé parce que, on n'y était pas allé. Et on s'était dit, est-ce que c'est le Rift? Est-ce que c'est pas le Rift? Est-ce qu'il y a des proto-humains là-bas? Et en fait, on s'était rendu compte, on avait appris qu'il y avait très peu de paléanthropologie à Madagascar. Donc c'était un peu hors sujet. Et donc, on n'y était pas allé. Et là, la question revenait. Et puis, on avait un ami prêtre qui est parti en mission à Madagascar pendant 1 an. Le père Emmerich. Oui, non, ça c'est le père Emmanuel Gobillard, chez le père Emmerich, vous avez raison, bravo. Et Emmanuel Gobillard, qui aujourd'hui est monseigneur, écrivait des lettres, les lettres de Tanjomoa. Et ces lettres, on les recevait parce qu'on faisait partie de sa mailing list d'un premier cercle, parce que c'est un ami. Et ces lettres nous appelaient. Elles étaient fascinantes. Elles nous parlaient de la diversité, de la gentillesse, de la subtilité de la culture, de la pauvreté des gens, et de ces 19 cultures qui vivent ensemble avec une unité linguistique, mais qui pourtant sont très différentes. L'endémisme aussi, il est parti voir des crocodiles sur une rivière. Enfin, tout ça était très attractif. Et on s'est dit, oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Puis un jour, à une conférence à l'Automobile Club, il y avait beaucoup de troisième âge, mais il y avait aussi 2 jeunes qui nous regardaient avec un grand sourire et la banane. Ils sont venus à la fin de la conférence nous parler de leurs 2 années de coopération Fidesco à Madagascar. Et là encore, c'était le clou qui était enfoncé. J'ai dit, oui, on va y aller. Encore un signe. Voilà pourquoi Madagascar. Alors voilà, dans Madatrek, il y a l'unité de lieu. Il y a l'unité de temps par rapport à nos autres voyages qui étaient transcontinentaux, qui étaient superficiels. Et là, il y a toute notre vie dedans, il y a toute la famille dans cette charrette. Alors pourquoi la charrette? Parce que c'est un moyen de transport traditionnel dans la campagne malgache. Les paysans malgaches ont une charrette. Ils n'ont pas de voiture, ils ont une charrette. Bon, il y a des voitures à Madagascar, il y a quelques routes avec des gens qui ont un niveau de vie occidental et qui vivent à l'européenne. Mais les paysans, non. Ils ont une charrette, ils vivent avec des ébus, avec un autre rythme, évidemment. Et c'était eux qu'on voulait découvrir, comprendre. Vous savez, Madagascar, c'est un pays, quand on le quitte en 62, qui était le fleuron de l'océan Indien. C'était un pays richissime, avec un niveau de vie sans précédent. Il y avait la Rhodésie, à l'époque, qui était similaire, en niveau de vie par tête d'habitant. Et on constate le déclin absolu depuis lors. Alors, c'était cette question-là. Moi, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un DEA de géopolitique. Donc, ce qui m'intéressait, c'est étudier les pays que j'aborde. Donc, voilà, comment expliquer ce déclin, d'où il vient, et de poser la question aux Malgaches. Parce que moi, j'y suis allé sans idée trop préconçue. J'étais pas du tout docte ou omniscient sur Madagascar. Au contraire, béotien, je ne savais rien. Je ne sais pas beaucoup plus, mais j'ai appris des choses en chemin. Voilà. Oui, quel Litengasquel. Alors, si nous avons des auditeurs malgaches, voilà, j'espère. Si vous pouvez nous traduire. Mais vous prenez la calèche aussi, vous expliquez, c'est parce que dans votre philosophie de voyage, il y a aussi cette lenteur. Vous êtes très attaché à la lenteur, et ça vous permet aussi donc de rencontrer véritablement les gens. Et il y a cette question, donc la calèche aussi. Pourquoi la calèche quand on sait que faire le tour de Madagascar, vous saviez que c'était impossible? Quand vous l'avez fait, on vous a dit, tout le monde vous disait que c'était impossible. Les Malgaches, dès qu'on leur a soumis l'idée au début, à Tana, ils nous disaient Tsimeti. Il faut une mimique comme ça, en tournant la tête et en regardant le sol. Tsimeti. Ça veut dire c'est pas possible. C'est une bonne idée, mais c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Pour plein de raisons. Les pistes n'existent pas, le pays est enclavé, la connexion entre les régions n'existe pas, on passe de zones hostiles entre elles, donc c'est dangereux. Et puis votre charrette de Tana ne pourra pas faire le tour. Vous avez employé le mot calèche, ça c'est magnifique. Vous savez que c'est à Madagascar que je réentendu le mot calèche, parce que dans certaines régions, les gens qui ne parlent pas un mot de français, qui ne parlent plus un mot de français, disaient calèche en malgache, et d'autres disaient diligence. Non, mais c'était tout à fait charmant. On est au western. Mais oui, non, mais c'était merveilleux. Alors justement, c'est une charrette. La calèche va trop vite, la diligence aussi. Et la charrette, vous savez comment ça se dit en malgache? Non. Sareti.
Sareti. Ah oui, avant 1905 et l'arrivée des Français, il n'y avait pas de charrette à Madagascar. C'est un apport colonial. Et d'ailleurs, avec des roues de charrette françaises qui sont toujours fabriquées à Madagascar, les charrons ont toujours le savoir-faire à Madagascar. Là où on le perd en France, là-bas, c'est toujours très actif. Chaque village a son charron qui fabrique non des charrues, mais des charrettes. Et donc, la charrette, pour nous, était un véhicule, évidemment, un grand coffre de voiture, finalement, dans lequel on mettait tous nos bagages et surtout toute la sécurité pour les enfants. La sécurité alimentaire, on avait plein de boîtes de conserve, des sacs de riz, enfin tout ce qu'il fallait pour vivre, pour ne pas dépendre des pauvres et dépendre des malgaches. On ne voulait pas retirer le moins de grain de riz de la bouche d'une famille malgache, surtout qu'on arrivait à 6, puisqu'on avait 2 malgaches avec nous, deux équipiers employés, plus 4 zébus, plus un chien. Enfin, c'était une caravane qui débarquait, ce qui était impressionnant. Donc les gens nous faisaient une petite place, on plantait la tente et on discutait. Il y avait un échange, mais qui n'était pas un échange ni matériel ni substantiel. Parfois, on partageait notre riz. D'ailleurs, c'était une façon de remercier de l'accueil du territoire. On disait, on vous donne un peu de riz, venez dîner avec nous, parce que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Hein. Et justement, financièrement, comment c'est possible de partir comme ça 4 ans avec donc une charrette? C'est une bonne question. Alors, on n'a pas de sponsor. On ne veut pas que sur la charrette, il y ait une marque qui vende quoi que ce soit. Donc, notre histoire, elle est vierge, elle est libre. On a une maison qui n'est pas à nous. Comme la plupart des Français, elle est à la banque. Et puis, on rembourse la banque pendant 15 ans, 20 ans. Et donc, on a mis un locataire dedans. Et c'est le locataire qui était notre sponsor, en fait, qui a financé notre voyage. La moitié du loyer allait pour rembourser la banque et la moitié du loyer nous faisait vivre à Mada, l'équivalent d'un SMIC. Et donc, avec un SMIC, on a pu vivre à 6, donc, plus nos ébus, je devrais dire à 10, à Madagascar, parce que les ébus engageaient quelques frais. Alors, on n'achetait pas d'essence pour mettre du pétrole dans une voiture, mais il fallait acheter de l'herbe, il fallait acheter de la paille de riz, des lianes de patates douces, du manioc, etc., du carburant pour nos bestioles. Oui, il y a une certaine sobriété parce que vous allez, alors dans le livre, vous racontez, alors de temps en temps, vous allez à l'hôtel, mais c'est vraiment histoire de vous reposer, mais vraiment vous vivez une sorte de sobriété pendant 4 ans quand même. En effet, de loin en loin, tous les mois, les hôteliers nous invitaient, on ne payait pas, on n'avait pas les moyens de payer des chambres d'hôtel à 100 € la nuit, non, c'était impossible. Donc ils nous invitaient parce qu'ils connaissaient notre histoire et ils voulaient y participer. Et ils voyaient qu'on donnait un rayonnement à ce pays et qu'on essayait d'en dire du bien et de mettre en avant tous les points positifs. Donc oui, c'était vraiment une expérience de sobriété heureuse. On a vécu 4 ans à 4 dans 4 mètres carrés, sans électricité et sans eau courante. Alors on avait un peu d'électricité parce qu'on avait un panneau solaire, et de l'eau courante, non, on prenait de l'eau des pluies, l'eau des rivières, on la filtrait, c'est comme ça qu'on n'était pas malade, on avait un filtre céramique, et on a vécu de l'air du temps, et de riz beaucoup. Riz sardine, vari sardine, ça c'est le plat, c'était quotidien, vari c'est le riz, sardine, et en alternance avec spaghetti corned beef, quoi. Corned beef de la marque Caudal, une vieille entreprise coloniale qui existe toujours et qui fait des rillettes de viande. Le corned beef, c'est pas ce truc dégueulasse fait au Brésil ou en Chine, qui est un truc qu'on donne aux chiens, quoi. Non, le vrai corned beef, c'est vraiment des rillettes, comme des rillettes de canard, mais avec des fibres de bœuf, c'est absolument exquis. Et donc, quelle est une journée? Il faut lire le livre, donc je le rappelle, Madatrek d'Alexandre et Sonia Poussin. Il faut lire le livre pour comprendre que vous n'avez pas vraiment de journée type, parce que tous les jours, parfois vous faites 40 km, parfois vous faites 6 km, parfois la charrette se renverse, mais il y a quand même une procession, on va dire, quand vous partez, c'est toujours la même chose. Comme les paysans malgaches, on se lève tôt, vers 4h30, 5h. On met 1h30, 2h à plier le camp, parce qu'il y a les enfants, on ne veut pas les brusquer, on allume le feu. Parce que vous avez des tentes. On a une tente, on dort sous la tente. La charrette, c'était juste pour les bagages. Et pour que les enfants puissent se réfugier éventuellement s'il pleut, s'il fait trop chaud ou s'il y a trop de monde. La foule, 2000 personnes, au début, pour les enfants, c'était un peu la panique. Ils étaient un peu agoraphobes. Donc ils allaient s'y réfugier. Zip, elle avait une capote, elle avait un toit, ils pouvaient s'y réfugier, y dormir. Et finalement, ils y sont très peu allés. C'était surtout un moyen de communication, cette charrette. C'était un moyen d'inculturation. C'était, regardez, nous voulons faire comme vous, vivre comme vous, être comme vous, même si on est des Vasas et qu'on reste des Vasas. Il y avait cette volonté de communiquer aussi. Alors, ça s'est un peu retourné contre nous, parce que dans la charrette, ils imaginaient qu'il y avait plein de choses. Ils ne pouvaient pas expliquer notre présence. Il fallait qu'il y ait une raison. Oui.
trafiquant de quelque chose. C'était ça. Alors, au niveau de l'insécurité, vous dites qu'il y a très peu, il y a des moments où vous rencontrez quand même des bandes. Alors c'est des bandes armées qui sont des darals, des bandits, des voleurs de zébus. Et on était les seuls touristes de l'histoire de Madagascar à se balader avec des zébus. Donc ils étaient très interloqués par ça. Donc il fallait négocier, il fallait les surprendre, il fallait les faire rire. Et c'est là que les 6 mois que j'ai mis à fabriquer cette charrette à Tana et à apprendre les rudiments de la langue. Ah, c'est vous qui l'avez fabriqué? Oui, je l'ai fabriqué moi-même. Ah oui, trop facile d'acheter. Non, puis il fallait qu'elle soit spéciale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On nous a dit que c'était pas possible de faire le tour avec la charrette des hauts plateaux. Donc je l'ai métissé, je l'ai amélioré, je lui ai mis des suspensions, je lui ai mis des pneus larges, un panneau solaire, une capote. Enfin, j'ai pris tous les attributs de toutes les charrettes de Madagascar et pour faire une charrette charrette poussin, pour prouver que une charrette pourrait faire le tour. Car impossible n'est pas poussin. Impossible n'est pas poussin. Oui, mais je voulais parler de votre journée type. Donc, vous mettez 1h30 à partir. Après, les kilomètres, à chaque fois, vous avez une carotte. Vous dites, bon, allez, on va aller là, puis après, on va aller là. Et le soir, donc c'est... non. On ne dit pas on va aller là. On ne sait pas où on va. On ne sait pas alors, où on parfois, va vous aller. avez des petits objectifs. C'est rare. Non, on avait pour ainsi dire pas de carte, on avançait quoi. Non, justement, on se mettait aucune pression. C'est vraiment une. Vous êtes la radio du pays réel. Nous, on était l'aventure du réel. On était ancrés dans l'instant et l'obstacle, il est tous les 300 mètres. On ne pense pas à l'obstacle qui est dans 3 kilomètres. On ne pense qu'à celui qui est devant soi. Et donc, on vivait dans un présent très intense. Et quand vous avez une charrette d'1 tonne qui manque de se renverser, vous ne pensez pas à demain, vous pensez à la retenir. Donc on est dans la gestion de crise en permanence. Et puis quand elle est dans le sable et qu'elle n'avance pas, vous devez la pousser comme un Sisyphe qui pousse son rocher sur une pente horizontale. Donc ça occupe. Oui, tout à fait. Non, c'était une volonté de vivre l'instant présent. Alors, Sonia faisait l'école tout en marchant aux enfants. École le matin, école le soir aussi. L'école tout le temps, à 100%. Quoi. C'est de l'école buissonnière grandeur nature. Donc, oui, ce que vous dites, c'est que c'est très intéressant. Vous êtes très attaché quand même aux animaux. Vous parlez beaucoup des animaux, de la faune, la flore. Et c'est assez, ce qui est assez magique dans ce livre, c'est qu'on partage l'émerveillement, notamment, je pense à Ulysse, parce que c'est peut-être c'est celui qui est le plus jeune. On partage l'émerveillement d'Ulysse avec cette faune, cette flore. On voit, et d'ailleurs, dans certaines interviews, il explique qu'il apprend beaucoup plus de choses. Il a appris beaucoup plus de choses en 4 ans à faire ce tour de Madagascar qu'à l'école. Alors, c'est ça l'école buissonnière, c'est de voyager. Enfin, il faut un père quand même particulier qui vous emmène en voyage pendant 4 ans. Mais c'était notre volonté aussi à nous de retrouver un regard d'enfant, un regard frais, un regard neuf, un regard enthousiaste, un regard nouveau sur les choses et apprendre avec eux, apprendre. Vous savez, on a tourné 16 films de 52 minutes. Et donc, il fallait nourrir ces documentaires de documentaires, de sujets. Qui sont disponibles en coffret DVD, on le rappelle pour nos auditeurs. En coffret DVD, dédicacé à la maison. Vous m'écrivez, madatrek.com et je vous les envoie pour Noël. Et c'est disponible sur madatrek.com et vous avez une page Facebook aussi, Madatrek, on le rappelle. Et parce qu'ils sont plus en vente dans le commerce. Bon, plus beaucoup de gens ont des DVD, des lecteurs DVD, mais nous, voilà, on a un petit côté... à l'ancienne. Voilà. Conservateur. Quoi. Ces sujets, il fallait les nourrir, les écrire, les préparer, donc les documenter, donc les enfants préparer ces sujets. Quand on fait un film sur la spiruline, il faut savoir de quoi on parle. Quand on fait un film sur les concombres de mer, les holoturies, la problématique du pillage des ressources à Madagascar, le marché chinois qui veut des concombres de mer, c'est vraiment cartilagineux. On se demande quel intérêt peuvent-ils y trouver. Eh bien, on va voir une ferme, on va voir des gens qui essaient d'ensemencer les lagons. On va voir, on a filmé tout ça, la pêche, la surpêche, le litchi, les algues, la culture d'algues pour obtenir la carragénane, qui est un gélifiant dont on a besoin dans la glace, dans les shampoings, etc. On filme une usine d'ilménite. Qu'est-ce que c'est que l'ilménite ? C'est un sable noir qui produit de l'oxyde de titane dont on a besoin pour la peinture, pour le verre, des choses comme ça. On filme l'usine d'Ambatouvi qui produit du nickel, du cobalt. Vous voyez, il y avait tous ces degrés, tous ces niveaux de culture. On s'est intéressé à tout, en fait. Tout était un sujet d'étude. Et avec les enfants, on a progressé dans notre compréhension et notre connaissance du pays. Et vous nous le partagez dans Madatrek, parce qu'on
on apprend plein de choses, c'est assez génial là-dessus. Mais quand même, il y a des difficultés. Alors, je vais citer Sonia qui dit, quand même, à un moment, quel pays incroyable, on s'engage dans un truc impossible, limite suicidaire, dans un désert sans eau et sans fourrage, peuplé de tribus farouches, dans un sable mou avec un zébu HS et très peu de chances d'en ressortir indemne. Et jour après jour, on prend confiance et on trouve les ressources dont on a besoin. Alors, ce Madatrek, c'est un pari. C'est un pari, c'est un succès. Alors, bon, il faut imaginer... C'est l'ordalie quotidienne. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On avait nourri ça et conceptualisé ça en Afrique. Et tous les matins, on partait en quête du sauveur du soir. Et c'est invariable. À 17h, il y a un type qui sort de la brousse et qui dit mais qui êtes-vous? Où allez-vous? Que faites-vous là? Vous êtes perdu? Il dit ben non, on va par là mais vous allez dormir où ce soir? Ben je sais pas. Venez chez moi. Et donc c'est incroyable. Hein. Et alors il faut le vouloir intensément de tout son être. Il faut y aspirer. Et puis bon voilà, c'est très coélien. Paulo Coelho. L'univers conspire à satisfaire vos désirs. Et tous les soirs, allez sur 2000 soirs, c'est arrivé 1500 fois. Alors parfois, à Madagascar, c'était un peu différent parce que on campait plutôt dans la brousse, loin des villages. Sinon, on dort pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a de la lumière aussi. Il y a des chiens, ça aboie, et puis les gens n'ont... Il y a une pression aussi qui peut être difficile. Alors l'interaction villageoise, elle était plutôt en journée, et le soir, on allait se planquer en brousse pour passer une nuit tranquille. On a dormi dans des villages, mais pas tous les soirs. Quoi. Voilà, c'était une fois ou deux par semaine, pas plus. Sinon, on n'arrivait pas à partir à 4h30 ou 5h le matin. C'est juste pas possible. Quoi. Oui. Mais il faut voir aussi cette famille. Donc, quatre têtes blondes, la famille Poussin dans Madatrek, vous en parlez. Donc c'est la mélodie du bonheur. C'est les Van Trapp de la brousse. Et on nous a dit aussi la petite maison dans la prairie. Oui, il y a un côté, vous avez un côté Charlie Gall, parce que vous savez réparer la charrette. Enfin, c'est assez fascinant. Mais il y a quand même des difficultés. C'est-à-dire, parfois, il y a de la pluie. Vous êtes quand même avec Philae, qui a 12 ans à l'époque, qui est une adolescente, qui veut aussi avoir un peu plus d'intimité, c'est sa cousine, ses amis lui manquent. Comment vous avez fait pour dépasser toutes ces épreuves? Parce que chacun a des épreuves. Ulysse aussi a des problématiques. Comment vous avez réussi à dépasser tout ça? Les épreuves sont permanentes. Elles sont permanentes, mais c'est ça l'aventure. C'est ça qui est excitant. Mais autant que finalement si vous aviez été dans votre maison. Non, c'est différent. Là, c'est d'une nature différente. Je dirais que nos épreuves à nous, urbaines et sédentaires, sont plus délétères, sont plus difficiles à gérer. Là, dans l'action, c'est comme un grand camp scout en itinérant. Donc c'est le sel de l'aventure, c'est la nouveauté, c'est l'épreuve. Quand vous avez un fleuve à traverser et que vous devez faire flotter votre charrette, et puis qu'il y a beaucoup de courant et que vous inventez des vergues et que vous lui mettez une voile pour aider l'attraction des pirogues, c'est hyper excitant. Vous avez fait votre journée là. Quand vous avez réussi à vaincre cet obstacle, c'est un peu comme un jeu vidéo là pour les plus jeunes de nos auditeurs. Il y a des tableaux, il faut passer les tableaux et en évitant game over. Quoi. Et donc on était porté par cette intensité de l'instant et de la vie, de la vraie vie. Moi, c'est comme ça que j'aime voyager. Et puis on rencontre des gens fabuleux. Quand vous rencontrez le missionnaire, justement, le père Émeric à Miodinville, qui est l'endroit à Tanjomoa où le père Gobillard avait passé un an, eh bien là, vous êtes renversé. Handicapés. Voilà, mais il s'occupe de 400 enfants handicapés qui arrivent tout ratatinés, tout pliés et qui peuvent même pas bouger un orteil. Et au bout de 3 ans, c'est des enfants qui marchent et qui vont à l'école et qui apprennent un métier. Les filles vont devenir couturières, les garçons vont devenir menuisiers, enfin ceux qui peuvent se tenir debout. Ceux qui réussissent à avoir des capacités intellectuelles plus importantes, vont à l'ESIGAT, l'école supérieure d'informatique et de gestion de Tanjomoa. Et donc là, il y a 20 ordinateurs, ils apprennent la bureautique, le traitement de texte, et ils peuvent devenir employés de bureau, et ils sortent de là avec un BTS, avec un diplôme. Et c'est juste, le miracle, il est permanent. Et non content de ça, il accueille 200 familles avec des enfants dénutris tous les jours dans un CRENAM, un centre de renutrition infantile. Non content de ça, il a ouvert un centre pour tuberculeux où il y a 70 tuberculeux qui ont des thérapies longues, des trithérapies longues pendant 2 ans avant de pouvoir s'en sortir. Parce que vous savez, aujourd'hui, la tuberculose se soigne, mais c'est vraiment des traitements lourds. Il n'y a pas de léproserie parce qu'il y en a une pas loin. Donc, mais il y a un hôpital aussi à côté où il envoie les gens se faire opérer. Il y a un centre de rééducation. Enfin, il y a un centre de prothèse, il y a un atelier de prothèse. Enfin, n'en jetez plus. Cet homme est un surhomme.
Et bon, il est entouré de 75 employés malgaches. Il n'est pas tout seul. Et il y a toute une communauté. Il y a 10 000 personnes autour. Et quand vous voyez des gens comme ça, vous prenez une claque. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quand on voit ce que lui fait de la sienne. Et donc, ça rend très modeste, ça rend humble. Et toutes ces bonnes sœurs, c'est kyrielles de bonnes sœurs qu'on a rencontrées en brousse et qu'on a voulu aider, évidemment. Oui, parce qu'il y a une dimension humanitaire, enfin associative, à votre projet. Ce n'est pas seulement un défi de faire le tour de Madagascar en famille. Il y a aussi un projet d'aide à ces populations malgaches. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tout mis dans la charrette, on a mis toute notre vie. Alors, il y a un projet professionnel, la série documentaire, le livre, il y a un projet familial, vivre ensemble, participer à l'éducation de nos enfants, cette école buissonnière. Et puis, très rapidement, il y a eu ce projet solidaire, parce que la première bonne sœur qu'on a rencontrée nous dit, moi, je soigne les gens sur mon perron, aidez-moi à trouver un bailleur, je voudrais me construire un petit dispensaire, pas très grand, vous savez, 50 mètres carrés, voilà, j'ai déjà le plan, sur un étage, là, je vais opérer, là, il y aura les lits de soins, enfin comment on appelle ça, après l'opération. Voilà, j'ai besoin de 20 000 euros, trouvez-les-moi. Et bien, ma sœur, on va se mettre en quête, on va vous les trouver. Et puis, on fait des émissions de radio. Vous avez fait du financement participatif. Financement participatif, et puis les Français sont incroyablement généreux. Marcher à Madagascar, ça vous fait aimer la France et les Français, parce que vous voyez à quel point ils sont solidaires et qu'ils ont le cœur gros comme ça. On essaie de nous faire croire qu'on est raciste et méchant, etc., égoïste et égocentré et individualiste. Non. Moi, je vis au quotidien l'inverse. Les Français sont merveilleux. On est parmi les peuples les plus généreux du monde. Non content de donner la moitié de ce que vous gagnez à l'État et à la collectivité locale, publique, on donne en plus. Oui, c'est ça. Oui. Quand je fais une conférence en province et je dis qui participe à une association, je ne sais pas moi, Resto du Cœur, les Petits Frères des Pauvres ou je ne sais quoi, la moitié de la salle lève la main. C'est-à-dire que les Français sont généreux et ils nous l'ont prouvé. On a levé 330 000 euros en 4 ans pour 33 projets. C'est amusant, c'est le chiffre est rond, c'est une moyenne de 10 000 euros par projet. Et ça a commencé par des panneaux solaires ici, une pompe là. Oui, c'est des projets très concrets. Voilà, très concrets. Et comme 2 mois plus tard, ils étaient réalisés, et que moi je montrais les photos, je me les ai envoyés, etc. On suivait les chantiers. Les contributeurs étaient ravis de participer à ça. Il y avait un côté... moi, j'ai des gens qui ont participé à la quinzaine de collectes qu'on a fait. Ils ont tous participé à hauteur de 10 euros, 20 euros. Et il y a un côté merveilleux aussi de se sentir solidaire de cette aventure. Et nous, ça a rajouté du sens, s'il en était besoin, à nos tours de roue, quoi. C'était dans la souffrance, dans l'épreuve, comme vous disiez tout à l'heure, quand vraiment on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'on prend pas trop de risques? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Il y a la lassitude, il y a le côté aussi répétitif des choses. Eh bien, on était maintenu en vie intellectuelle et spirituelle par ces projets qu'on portait. On dit, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas lâcher ça. Et puis comme les enfants n'ont jamais remis en cause l'aventure en disant, il y en a assez de vos histoires, on veut rentrer à la maison, ça suffit, on n'en peut plus, comme ils ne l'ont jamais dit, même si on était très attentifs au non-dit. Non, les enfants sont remarquables. Oui, ils ne râlent jamais. Ils ont adoré. Je crois que c'était une vie faite pour les enfants. Bon, et alors, est-ce que vous allez y retourner à Madagascar? Quelle est la prochaine destination des Poussins? Le Covid nous a un peu tués, comme tous les gens du voyage et ça a été compliqué. Même rappelez-vous, les livres, c'était un bien non essentiel. Je veux dire, moi, j'oublierai jamais les librairies fermées et puis les rayons culture dans les supermarchés avec les banderoles. Là, non, mais moi, là, de ce côté-là, je suis blessé à vie. Là, j'ai une blessure. Et puis donc, le confinement, donc ça a été dur. Ça a été dur de ne pas pouvoir repartir, mais ça nous a aidé à écrire parce qu'il y a quand même, il y a déjà 1000 pages au compteur. Il y a 5000 km en tout, 1000 pages au compteur et il reste 500 pages à écrire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de redépart prévu puisque je dois écrire le troisième et dernier tome qui bouclera la boucle. Donc j'ai encore 1 an de travail, à peu près 1500 heures de travail, comme tout le monde, derrière un ordinateur, dans mon bureau tous les matins, très tôt le matin, vers 4h30 j'y suis. Et quand j'écris, j'arrive plus à écrire le soir, j'écris le matin maintenant. Donc non, pas d'autres voyages, même si on devait y être là, à la Toussaint, à Madagascar. On avait prévu de faire le tour de Limerne. Limerne, c'est la région autour de Tana, où il y a des châteaux, 12 châteaux, les Rouves. Et on devait faire le tour avec notre charrette et des touristes. C'était Nomade Aventure avec lequel on avait monté ça. Et malheureusement, faute de combattants, on n'a pas pu partir. Il y avait que 5 inscrits.
inscrits, il en eût fallu 8, 8 au minimum. 8 ou 10, quoi. Et bon, voilà, ce n'est que partie remise, donc on va y retourner. Là, je vais le 1er janvier dans le désert du Wadi Rum, à Petra, avec le voyagiste Ictus Voyage. Ah, oui. En février, je vais au Maroc, avec Ictus, et un prêtre, le père Louis Chasserio de La Rochelle. Et donc, on va emmener... Il y a encore des places, là, s'il y en a qui sont intéressés de venir marcher avec nous. On va marcher dans le désert du sud marocain. Et puis, on accompagne des marches sur le chemin de Saint-Jacques, Sonia et moi, enfin séparément. On en a 4 de prévus. Donc voilà, il faut aller voir Ictus Voyage. Oui, marcher, c'est indispensable. Et Ictus Voyage aussi, on connaît aussi... Thierry Sanson. Thierry Sanson et Jacques Trémollet de Villers. Ah oui, Jacques Trémollet. Qui est patron d'émission ici. Merci beaucoup, Alexandre Poussin. On rappelle le titre de votre livre, donc Madatrek de Tuléar à Tamatave, j'arrive jamais à le dire. Tuléar à Tamatave. En malgache, c'est toi Masna. Ah bah voilà, on le connaît en malgache maintenant. Donc il faut lire ce livre, c'est plus addictif qu'une série. Donc pour vos enfants, pour vos petits-enfants à Noël, voilà, Madatrek aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Alexandre Poussin. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Manarakinjai. À la prochaine. À la prochaine. Alors, à la prochaine. Hello. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.